La rivière pénètre maintenant dans le département du Lot. Elle passe au pied de Puy-l'Évêque. Au XIIIe siècle, c'était la place forte des évêques de Cahors. Plus loin, elle dessine de majestueux méandres. À l'Uzèche, elle forme une boucle presque complète. Quelques kilomètres plus loin, la ville de Cahors est elle aussi enlacée dans une courbe du Lot. Le pont Valentré est l'édifice le plus emblématique de la ville. Il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. À bord de cette péniche, Valérie Noyer fait découvrir l'histoire de sa ville depuis la rivière. Elle va remonter le Lot à partir du pont Valentré. C'est un pont médiéval du XIVe siècle. Le fait que nous l'ayons conservé jusqu'à aujourd'hui complètement entier, déjà, c'est hors du commun. C'est aussi, ce qui le distingue, c'est que c'est de l'architecture civile et de l'architecture militaire, de l'architecture défensive en même temps. Alors ça tient à la période de construction. On pose la première pierre en plein apogée économique, au moment où Cahors a des réseaux marchands un peu partout dans le monde connu. Et on le finit en pleine débâcle des guerres de 100 ans, donc évidemment il faut le fortifier. D'ailleurs ce sont notamment les tours, les 3 tours qui portent les éléments défensifs. Visible de la rivière, un détail illustre les techniques de construction de l'époque. Dans les avant-becs, c'est-à-dire les formes pointues des piles, il y a des refuges, ça fait la hauteur d'un homme. Donc c'était pour aller manifestement d'une pile à l'autre. Et effectivement, il y avait des passerelles ou des aménagements en bois, puisqu'on voit sous les grands refuges, sous les passages, les trous d'encastrement de poutres, les trous de boulins. Et les spécialistes du pont pensent qu'il s'agit de ce qu'il reste des échafaudages, en fait des aménagements qui ont permis ensuite d'élever les arcs brisés et le tablier du pont et de poursuivre le chantier. Donc on a encore les traces, en quelque sorte, du chantier de ce pont. Cahors est encore aujourd'hui un véritable conservatoire de l'architecture médiévale. Avec sa cathédrale et ses coupoles datant du XIIe siècle. Un peu plus tard, les rives du Lot deviennent le site privilégié des riches familles de marchands. C'est quelque chose d'exceptionnel parce qu'on a le panorama là, devant nous de toutes les grandes heures de la ville inscrites dans la pierre. On a alors cette vaste tour rectangulaire tout en grès de Figeac, imposante, énorme. On a envie de croire que c'est un donjon. Et bien non, c'est la tour qui surmontait un palais urbain du XIVe siècle. Les familles de l'élite de Cahors avaient plus que des hôtels particuliers, de véritables palais en centre-ville, toujours dominés par de vastes tours. Les églises maillent complètement le tissu urbain parce qu'on avait plusieurs clochers d'églises paroissiales, dont une des plus anciennes de la ville, l'église Saint-Barthélemy, dont on voit très bien le très beau clocher gothique de briques et de pierre. Naviguer sur le Lot, c'est aussi passer une multitude d'écluses. Plusieurs ont été commandées par Colbert au XVIIe siècle. En vue, le village médiéval de La Roque des Arcs, avec en hauteur sa tour de péage. C'est à partir de cette tour qu'on pouvait tendre une chaîne jusqu'à l'autre berge de façon à arrêter les bateaux qui transitaient chargés de marchandises et à prélever sa part parce que c'est une source de revenus considérable. D'ailleurs, l'impôt, ce péage-là et ce qu'on prélevait, ça s'appelait le droit de barre, autrement dit le droit de barrer la rivière. Le Lot pénètre ensuite dans les causses du Quercy. Un paysage grandiose.
avec ses immenses falaises de calcaire d'une centaine de mètres de haut. Les hommes ont profité de cette géologie particulière. Construit dans une brèche, le défilé des Anglais. Ce mur de défense couvrait une partie de la falaise. Au Moyen Âge, ces fortifications servaient de refuge pour la population. Valérie arrive devant l'un des aménagements les plus étonnants des bords du Lot. Ce chemin de halage, creusé dans la roche au XIXe siècle. Il faut imaginer l'équipage, les matelots, qui sont en moyenne entre 2 à 6 matelots, qui descendent du bateau, mettent pied à terre, et une corde est tendue depuis le mât, voilà, et se divise en faisceaux de cordes, et chaque homme est relié à une corde et use sa propre force pour tirer le bateau, pour aller vers l'aval. Alors c'était les équipages eux-mêmes qui participaient à ce halage. Parfois, lorsqu'ils n'étaient pas assez nombreux, il y a des hommes, des journaliers, des paysans qui venaient louer leurs bras, louer leur sueur en quelque sorte, pour participer à tirer le bateau. Des marchandises étaient transportées jusqu'à Bordeaux. Bois, vin, farine, tissus et charbon partaient en direction de la Garonne. Mais à la fin du XIXe siècle, l'arrivée du train met fin à toute cette activité. C'est la catastrophe pour la batellerie. Ce qui est un peu paradoxal, c'est que pendant tout ce 19e siècle, on a investi des sommes colossales pour aménager la rivière dans toute sa part navigable. On dépense énormément d'argent. On fonde des espoirs immenses quant aux quantités de fret qui vont être acheminées sur cette rivière. Et puis on se rend compte que tout ça, ça a été peine perdue, parce que le train va tout supplanter. Conséquence, en 1926, le Lot est officiellement déclassé et n'est plus navigable. Peu à peu, la rivière est abandonnée. Il faudra attendre les années 90 pour voir à nouveau des bateaux sur le Lot. À quelques kilomètres du chemin de halage, le château de Senevière domine le paysage. Cette forteresse médiévale a été transformée en château de plaisance au XVIe siècle. Il possède une élégante galerie à colonnade. À l'intérieur, des fresques aux motifs mythologiques ornent un curieux cabinet d'alchimie. Elles témoignent du passage d'artistes italiens au bord du Lot à la Renaissance. Un peu plus loin, c'est tout un village qui est perché sur un nid d'aigle. À plus de 80 mètres au-dessus de la rivière, voici Saint-Cyr-la-Popie. Les ruines de son ancien château et son église fortifiée sont une marque de sa prospérité passée. En contrebas, cette maison appartenait à des chevaliers. Elle possède des créneaux en trompe-l'œil. Vu depuis l'autre rive, il servait à impressionner l'ennemi. Mais ce qui intéresse Sylvain Lacaze et Laurent Doucet, c'est une autre histoire. Celle du poète André Breton, le chef de file des surréalistes. En 1950, il tombe amoureux de ce village. André Breton arrive par cette route, donc visiblement en fin de journée, début de soirée. Et à cause de l'inauguration de la route mondiale de la paix qui passe par Saint-Cyr-la-Popie ce jour-là, il y a des feux d'artifice qui sont tirés sur le village. Et là, à ce moment-là, une véritable illumination, un coup de foudre pour ce village. Et il dira « J'ai cessé de me désirer ailleurs ». André Breton est charmé par l'ambiance médiévale de ces ruelles. Il achète l'ancienne auberge des mariniers.
Aujourd'hui, cette maison est en vente. Mais Laurent Doucet se bat pour qu'elle devienne un lieu dédié à l'artiste, ouvert au public. André Breton vient tous les étés dans cette maison. Elle devient le pôle d'attraction de ses amis surréalistes. Ils forment une communauté poétique. Ils inventent des jeux d'écriture fondés sur le hasard. Ce matin, les deux hommes rapportent une malle ayant appartenu au poète. Par derrière, devant la table du surréalisme. Sur les doigts. Et voilà. Alors ici, il faut imaginer cette table un peu comme, malgré sa forme, un peu la table ronde des chevaliers du surréalisme, hein, avec le siège périlleux du roi Arthur qui serait André Breton, et donc ses amis composant des vers, bon, passant des bonnes soirées, surtout les journées d'été où ils venaient principalement, ou faisant des jeux poétiques dont certains ont été inventés ici, autour de cette grande table, quoi. Parmi les nombreux artistes qui sont passés ici, par exemple le peintre et photographe Man Ray ou le photographe Henri Cartier-Bresson, voire la chanteuse Juliette Gréco et d'autres autour de cette table, composant des jeux poétiques, faisant des banquets. Pour André Breton, tout est prétexte à la poésie, même le grenier. Ici, on se trouve dans la plus ancienne partie de la maison. Une ancienne tour de garde du XIIe siècle, donc du Moyen-Âge, une des plus anciennes certainement même de Saint-Cyr. Et c'est volontairement qu'on nous dit que Breton avait voulu laisser cet espace aux oiseaux, comme si la plus belle partie de la maison devait être laissée poétiquement à ces animaux, dont le chant, pour lui, était source d'inspiration dans sa poésie, allant même jusqu'à leur laisser la plus belle vue sur le Lot depuis Saint-Cyr, à partir de la fenêtre de cette tour.